Une éolienne produit de l'énergie pour plusieurs milliers d'habitants. Mais cette usine électrique coûte cher, environ 5 millions d'euros. Et vous ne faites peut-être pas partie de la minorité de gens qui ont cette somme sur leur compte, et vous vous dites sans doute que devenir propriétaire d'une éolienne, ce n'est pas pour vous. Eh bien, détrompez-vous, et nous allons vous expliquer comment c'est possible. L'idée, c'est de construire une éolienne. Et pour la financer, il existe soit la solution habituelle qui repose sur des entreprises à forts capitaux qui vont acheter les parcs, ou alors une autre solution, plus citoyenne et participative, à savoir le financement participatif. Il s'agit de mobiliser et de rassembler différents types d'acteurs sur un territoire comme les habitants, la commune ou la région, ou encore les entreprises. Les habitants vont se regrouper en clubs et vont s'associer avec la commune, la région, les syndicats d'électrification ou encore les entreprises locales, en une société comme par exemple une SAS ou une SEM, c'est-à-dire une société d'économie mixte. Et c'est cette société qui à terme deviendra propriétaire de l'éolienne. Avant d'entrer un peu plus dans le détail, regardons ce qui a motivé ces différents acteurs pour entreprendre ce projet. Et retrouvons Bertrand, originaire de Chamols. Donc on s'est dit, nous banco, avec mes parents, mes frangines, on va faire un club. Une fois qu'on a eu un peu connaissance des modalités évidemment de participation pour les particuliers qui passent par la constitution d'un club. Et là je me suis dit, l'idée, alors il y avait plein d'inconnus à l'époque, l'idée c'est quand même de réussir à boucler le financement, à avoir un maximum d'épargne pour rendre le projet possible. Je me suis dit, et si par mon réseau à moi, qui est un peu différent de celui du cercle familial, je me lançais finalement aussi dans la constitution d'un club, et puis comme ça on pourrait élargir encore davantage et le nombre de particuliers impliqués, et le nombre de clubs, et puis mécaniquement l'épargne, le volume de l'épargne recueillie. Retrouvons à présent Jean-Louis, maire de la commune de Chamols, pour qu'il nous explique comment le projet a démarré. Comment c'est parti? C'est parti parce que déjà Intervent nous a mis un peu la puce à l'oreille au départ en disant qu'en Allemagne il y avait du financement participatif et puis qu'en France dans les années 2009 ça commençait à démarrer avec énergie partagée, avec éolienne en Pays de Vilaine. On a aussi écouté les conseils de nos amis belges de Vendouillet, avec des gens comme ça qui ont défriché un peu le terrain. Et c'est là qu'on s'est dit, eux ils l'ont fait, et ça a été plus dur puisque la voie est déjà ouverte. Donc nous on doit leur emboîter le pas parce que ça correspond un peu à ce qu'on voulait pour le territoire, à arriver à faire, à partir d'un projet éolien, en faire un projet de territoire. Alors moi je m'appelle Christophe Defer, je suis exploitant agricole dans une forme sociétaire en GAEC à Chamols, donc l'endroit où on poussait les éoliennes depuis 2 ans. J'ai la chance de livrer mon lait donc à une coopérative fruitière où on va produire du comté, donc une filière qui marche bien en ce moment et dont j'ai la chance d'être le président de cette coopérative qui regroupe 21 exploitations. Et sur ces 21 exploitations, on va collecter 7 600 000 litres de lait par an, dont 3 millions en lait bio et 4,6 millions en lait traditionnel. Voilà, donc le fait d'avoir du lait bio nous fait réfléchir peut-être un peu différemment sur certains aspects de la société ou de l'environnement ou de l'agriculture qui se développe. Enfin, on a peut-être une autre approche que certains n'auraient peut-être pas si on était tous en conventionnel. Alors concrètement, comment fait-on ? Monsieur le maire, vous nous avez dit que vous aviez créé une association au départ. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Les anti-éoliens ne font pas autrement, ils créent une association et ils font à partir d'un petit noyau, ils font leur communication et ils embarquent du monde derrière. Et bien, nous, on a fait la même chose, mais en essayant de dire la vérité, l'information au fur et à mesure qu'on l'avait sur le projet. Donc l'association, une fois l'association créée, on n'était pas encore au bout de nos peines. L'association a formulé un petit peu le chemin qu'on voulait prendre. Et après, il fallait créer des structures qui nous donnent la capacité de réaliser pratiquement ce qu'on voulait faire. Donc pour financer une partie du parc, on était parti sur l'idée là,
financer une partie du parc, eh bien, il nous fallait créer des structures financières aptes à porter le financement. Et là, on s'est orienté assez vite sur le fait qu'il fallait qu'on crée une SEM, une société d'économie mixte, c'est-à-dire qui associe les collectivités et les privés. Une société d'économie mixte, c'est donc un regroupement d'acteurs publics, mairies, communautés de communes et régions, et d'acteurs privés, les habitants, les entreprises. Alors Bertrand, en tant qu'habitant, vous vous êtes réunis avec d'autres en club d'investisseurs, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Sur le plan administratif, en tout cas à l'époque, c'était disons qu'il y avait un certain nombre de formulaires à réunir, un compte en banque à ouvrir, évidemment comme... en fait, il faut rapprocher un club d'une mini-association type 1901 comme on connaît bien en France. Enfin, énormément de citoyens, de particuliers sont investis dans des associations pour différentes causes. Et c'est un petit peu la même idée avec des assemblées générales, un bureau, un gérant, un trésorier, un secrétaire le cas échéant et un ordre du jour des décisions qu'on prend, la signature de tous les membres et qui en fait tient lieu d'un jet constitutif du club, en fait, avec des facilités qui sont aujourd'hui permises par les outils numériques. Évidemment, on n'est pas obligé physiquement d'être tous présents aux AG, on n'est pas obligé, voilà, parce que ça peut être contraignant par rapport à des gens qui ont des lieux de domicile assez éparpillés sur la région en général. Donc il y a des facilités qui sont quand même proposées pour voilà, ces temps forts de la vie du club. Et comment réussit-on à mobiliser tous ces acteurs ? Comment fédérer ? Partant de rien, c'était assez difficile. Il a fallu faire... on n'a pas fait de porte-à-porte. On s'appuyait quand même sur un terroir. Le Jura est un terroir de coopératives par les fromageries. La fabrication du comté se fait essentiellement dans des coopératives. Donc là, il y a quand même une certaine culture de la coopérative sur le secteur. Il y a aussi les viticulteurs qui sont organisés sur certains secteurs en coopérative. Donc de ce côté-là, le terreau était quand même un peu fertile et les gens, dans la tradition jurassienne, il y a quand même cet ancrage de la coopérative. Donc ça nous a facilité le travail, mais ça va empêcher qu'il a fallu qu'à partir de 2 ou 3 personnes qui étaient un peu motivées, eh bien, on disait, on va bien aller expliquer, mais on ne va pas expliquer à 2 ou 3. Invite tes copains, ta famille, et puis on boit l'apéro, on casse la croûte, et puis on explique un peu ce qu'on veut faire. Et ça s'est fait petit à petit comme ça. Et à partir de 2 ou 3 personnes, on arrivait à motiver les gens jusqu'à 15, voire 20, voire des fois 2 clubs. Puisqu'un club d'investisseurs, c'est à partir de 5 personnes jusqu'à 20. Et des fois, sortez de la réunion, on va être trop nombreux, on fera 2 clubs, c'est bon. Mais à partir de 2 ou 3 personnes, et c'est comme ça petit à petit qu'on est arrivé à plus de 40 clubs et à plus de 600 personnes. Quelle expérience avez-vous retirée du financement participatif ? La plupart, ils voulaient inscrire leurs enfants. Eux, ce qui est important, c'est en fait, comme si les éoliennes rentraient dans l'histoire. Et envie de participer à cette histoire, activement. Et ça, j'ai trouvé beau. Dans pratiquement tous les clubs, il y a des enfants. Et c'était pas pour rien, c'est pas anodin, ça. C'était l'idée de dire, vous voyez les gamins, on fait aussi quelque chose, et puis vous allez y participer, et puis, même avec des sommes modiques, c'est ça qu'il faut voir. Mais je pense que dans cette notion notre coopérative, elle s'inscrit dans une histoire, hein. Elle existe et puis elle existera après nous. Et c'est une trace qu'on va laisser, c'est cette histoire d'éolienne à laquelle on a participé. Je pense que ça nous inscrit dans une volonté, ça vient parachever un petit peu l'idée principale de notre COP qui était des économies d'énergie. Et puis après, il y a des avantages qui sont un peu moins importants, qui sont plus de l'ordre de la satisfaction personnelle, de se dire tout le monde est d'accord pour changer la façon dont on vit, dont on consomme, mais finalement qu'est-ce qu'on peut faire ? En plus de faire attention de la façon dont on consomme, on se déplace, ça peut être d'avoir une utilisation un peu plus responsable de l'épargne. Et puis après, il y a toute la convivialité et puis la rencontre avec des nouveaux acteurs, des particuliers qu'on ne connaissait pas, qui sont liés à la vie interne du club et de l'association. Les gens trouvent dans l'engagement
politique, syndical, associatif ou autre, aussi le lien social qui leur... voilà, dont ils ont besoin pour l'épanouissement personnel, hein, c'est pas plus bête que ça. Voilà. Donc c'est en cela que c'est assez intéressant. Bon, vous l'avez compris, le financement participatif est une belle aventure humaine et écologique. Mais n'oublions pas pourquoi nous faisons tout ça. Il faut que nous nous réapproprions nos choix en matière d'énergie et de devenir de la planète. Nous ne sommes ni pour la poursuite du système actuel qui va droit dans le mur, ni pour une écologie punitive où ceux qui prennent l'avion, mangent trop de viande ou utilisent leur voiture sont montrés du doigt. Nous sommes pour une réelle transition globale où chaque action compte. L'arrivée d'un projet, qu'il soit éolien ou pas d'ailleurs, est l'occasion de reprendre en main tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Il faut que nous réorganisions nos modes de consommation, nos modes d'approvisionnement, notre manière de se transporter, bref, il faut changer tout un tas de choses d'une manière durable pour que chacun puisse faire ce qui lui plaît tout en garantissant un avenir à la planète.